Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, surtout avant le week-end. Donc voilà, moi je suis Thaïs, vous me connaissez peut-être sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok, etc. Moi j'ai commencé les vidéos à peu près en même temps que j'ai monté ma clinique Veto à côté de Grenoble, donc c'était en janvier 2024. Et au début c'était vraiment juste un exutoire, c'était une façon de documenter un petit peu ce que je faisais, c'était complètement nouveau, je ne savais pas du tout où j'allais. Et je me sentais un peu seule, et du coup c'était une façon vraiment de documenter ce que je faisais. Au fur et à mesure que les gens rejoignaient en fait le compte, que je gagnais des abonnés, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Il y a eu beaucoup de vétérinaires qui sont venus me parler par message. C'est ça qui est assez incroyable avec les réseaux sociaux, c'est que ça connecte beaucoup. En fait, j'ai eu des vétos qui ont été très à l'aise à venir me parler et à me confier des choses très intimes. Et on a pu échanger. On s'est rendu compte qu'on avait des problématiques qui étaient hyper récurrentes. Nos états d'âme professionnels étaient en fait super proches. Je vous préviens, aujourd'hui, je vais plomber l'ambiance. Vous êtes dit, c'est la meuf qui fait des blagues sur Internet, vous venez, je vais plomber l'ambiance. Dans les professions entre vie privée et vie pro, difficultés dans les relations clients globalement, où les gens ont beaucoup de mal avec les relations clients, des situations difficiles. Les charges de travail qui peuvent être super dures, rémunération, perte de contrôle sur la prise en charge des patients, où des fois, vous verrez, on n'a des fois pas le temps pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, et c'est pas chouette du tout. Peur de l'erreur, énormément, surtout chez les jeunes vétos, une panique de faire des erreurs. Et grosse rigidité sur les horaires et sur les plannings, parce que grosse contrainte. Donc voilà, globalement c'était ça, ça fait pas très envie. On va parler de santé mentale, je vous fais un petit trigger warning pour ceux qui... Donc moi cette histoire ça m'a un peu interpellée, parce que vraiment c'est moi des choses que je ressentais, que beaucoup de confrères et là notamment cette enquête sur la reconversion professionnelle, où en fait il y a des chiffres qui sont assez impressionnants. Voilà, 35% des vétos qui envisagent de se reconvertir, ça c'est des vétos qui travaillent en clinique, c'est pas forcément de la canine, c'est de la mixte. Voilà. 40% des vétos quittent l'ordre avant l'âge des 40 ans, ça aussi j'étais choquée. La moitié des vétérinaires qui ont exercé en clientèle se sont reconvertis dans les 5 premières années, ça c'était lunaire aussi. Et ce mec-là il va prendre 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui l'intéresse, vraiment ils ont carte blanche. Moi je me rappelle, c'était il y a quelques années déjà, mais c'était en mois de juillet, et je sortais d'école, j'avais pris des vacances et tout, j'étais heureuse comme un pape. J'arrive et le gars il m'assoit, il me regarde droit dans les yeux et il me dit écoute Thaïs, c'est très sympa, il y a 5% des vétérinaires qui font une tentative de suicide dans leur vie. Voilà, il me dit ça comme ça, bienvenue, voilà, welcome. Bonne ambiance. Il a passé 20 minutes à me parler de ça. Il m'a dit si un jour tu as des idées noires, il y a un numéro qui existe, il y a une ligne téléphonique 24 heures sur 24 qui existe. Et moi j'étais là, je sortais d'école, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? On est un métier à risque. On a un indice d'épuisement émotionnel qui est énorme. C'est important d'en parler, mais moi le but aujourd'hui c'est aussi de casser des tabous, parce que c'est des sujets qui sont encore super tabous dans la profession. Des listes d'attente qui des fois étaient de 3, 4 heures, 5 heures, et des vacations qui duraient, des fois ça m'est arrivé de travailler 14 heures d'affilée. Comme premier poste, franchement je me plains pas, t'apprends énormément en urgence, c'est vraiment chouette, tu vois des cas incroyables, tu as des photos lunaires que tu peux envoyer à tes potes, ils sont là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est dégueulasse. Mais en fait, quand on est concentré comme ça, et qu'on est dans l'adrénaline, on est dans l'action, on carbure à ça, au café, on est à fond, on ne voit pas l'épuisement. On ne voit pas la fatigue parce qu'en fait, on est concentré sur autre chose, on est concentré sur le patient, on est concentré sur les membres de l'équipe, on est concentré sur autre chose, et on ne pense pas à nous, et on ne pense pas à ce qu'on ressent. Ça ne se voit pas du tout, mais c'est une image d'une grenouille qui est dans une casserole de bouillon. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore. Et que les grenouilles, si tu la jettes, je ne sais pas pourquoi une grenouille, mais une grenouille, si tu la jettes dans une casserole d'eau bouillante, elle va tout de suite sauter, et sauter de la casserole parce que c'est trop chaud et que sinon elle ne peut pas mourir. Mais par contre, si cette même grenouille, tu la mets dans une casserole d'eau froide et que la température, tu mets le feu et que tu fais chauffer la casserole petit à petit, et la grenouille, en fait, la température va monter progressivement et elle ne va pas se rendre compte et elle va mourir. Et en gros, c'est un petit peu ça, l'épuisement professionnel. Moi, c'est la chose qui s'en rapproche le plus. C'est vraiment la grenouille dans sa casserole. Moi, je me suis vraiment sentie comme ça. Parce que tu t'oublies vraiment très facilement, il y a d'autres priorités. Et en fait, ton travail, votre travail demain, ça va être d'être soignant. Vous allez être soignant, vous allez devoir faire preuve de plus d'empathie que 99% de la population. Vous allez vous retrouver dans des situations qui sont extrêmement dures pour vous, extrêmement dures pour votre mental. Et pourtant, ce sera à vous de garder votre calme, de rester professionnel et d'agir. Moi, ça m'est arrivé de me faire menacer plusieurs fois, en urgence, ailleurs. Un gars qui m'a dit, je me rappelle très bien un jour, qui m'a dit qu'il allait m'attendre sur le parking à la fin de ma garde pour me faire je ne sais quoi. Et en fait, moi, la première réaction, au lieu de me dire c'est absolument abject de dire des choses comme ça et une réaction de rejet, ça a été de me dire en fait, j'étais à la hauteur parce que je suis pas une assez bonne véto, parce que je n'ai peut-être pas vu ce que j'aurais dû voir et ce qui n'est pas assez bien. Et c'est hyper, et dans des situations comme ça,
c'est hyper facile de penser comme ça, c'est hyper facile de penser ça. Moi, c'est l'épuisement professionnel, le burn-out, ce que vous voulez l'appeler, ça m'est tombé dessus vraiment sans prévenir. C'était vraiment, j'étais la grenouille dans sa casserole. Là, je vais vous dire des choses qui sont hyper intimes, parce que je sais pas pourquoi. J'ai jamais dit ça en public, j'ai dit ça qu'à mes proches. Voilà, moi, c'était une période quand j'ai vraiment commencé à être poussée à bout, où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse où et je me minutais, je mettais un chronomètre et j'allais me cacher dans le chenil et je pleurais. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et quand la minuterie elle sonnait, j'arrêtais, je repartais. Voilà. Aussi, je volais des ampoules de Valium. Je me mettais sous la langue. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous. Et j'ai eu beaucoup d'idées noires aussi. Ça m'est arrivé, j'ai des souvenirs de phaser sur la bouteille de Dolétal. Vraiment, hein, dans des situations où 14 heures de travail, t'es au bout, etc. Dans des situations où des fois t'es dans un état second. Et quand t'es en détresse, ça t'arrive d'être... Voilà, moi ça m'est arrivé d'être dans une espèce de transe et de phaser vraiment sur la bouteille de Dolétal parce qu'en fait t'es dans une telle souffrance que c'est pas... Tu penses pas à te dire non mais je vais me tuer ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Et c'est de te dire non mais il faut que cette souffrance-là elle s'arrête en fait. Ça arrive pas du tout à tout le monde. D'avoir ces idées-là. Moi, je connais des tas de gens aussi qui sont urgentistes depuis 10 ans, ou urgentistes ou autre chose, des vétos, qui ne vivront jamais ça, qui sont très à l'aise avec ça, qui pètent le feu. J'en ai parlé avec ma psy, et elle m'a dit que c'est 30 à 40% d'origine, ce genre de problème-là, de l'individu, et 60 à 70% des circonstances. Donc c'est vraiment quelque chose de multimodal, on peut dire. Actuellement, j'ai mon veto salarié, Arnaud, vous avez peut-être dû passer sur les vidéos, qui a une énorme éthique de travail. Il est complètement amoureux de son métier, c'est complètement un toqué. Des fois, je le vois à 2h du mat, il est connecté en train de faire des devis, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Et il est hyper empathique, et il est très très empathique, il connecte avec les gens, il est tout le temps comme ça, et le matin il a la banane, il arrive, il est heureux d'être là tout le temps, il adore les clients, dès que quelqu'un est pas trop sympa avec lui, il est en panique. Enfin. Et je sais que cet humain-là, dans un certain contexte, entre de mauvaises mains, en fait, il peut complètement imploser. Il peut complètement imploser parce qu'il a le profil. J'ai fait des diapos d'enfants de 4 ans. Du coup, moi, suite à cette histoire-là, à cette sortie de route que j'ai fait, j'ai pu m'arrêter avant de faire un burn-out. C'était vraiment juste une sortie de route. Parce que j'ai eu la chance d'être entourée des personnes qui m'ont vu venir vite et qui m'ont tout de suite sorti de là. Savoir aussi, c'est pareil, le burn-out, c'est une vraie maladie, c'est pas un truc, voilà. C'est-à-dire qu'il vous faudra potentiellement, si vous faites dans votre vie un vrai burn-out, il vous faudra peut-être des mois, voire des années avant d'être capable de recommencer à travailler. Genre c'est énorme, c'est vraiment, il y a un temps de convalescence qui est énorme, où vous êtes juste une larve sur votre canapé, quoi. Donc quand j'ai vécu ça, après j'ai terminé mon CDI, et j'ai pris quelques mois aussi pour couper complètement. De toute façon, j'étais complètement incapable de travailler. Du coup, après, c'est là où j'ai rencontré Quentin, et où moi je suis partie le rejoindre à Grenoble, peut-être Grenoble. Et là où je suis partie, du coup, en clinique de jour, sur un CDI aussi, mais sur une clinique tout à fait classique. Et là, en fait, c'était complètement impossible pour moi de reprendre du plaisir dans le boulot. C'était vraiment impossible, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais fatiguée tout le temps, alors j'avais des horaires qui n'étaient pas si terribles que ça. Je travaillais pour un groupe et je trouvais... le groupe, je n'ai pas d'avis là, pourtant c'est très bien. Mais j'arrivais pas à trouver du sens en fait dans mon métier. Vraiment, c'était... je faisais mes heures, je voyais mes patients, je voyais les trucs, je rentrais, j'étais déprimée, j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est toi le problème. T'as mis ça sur le compte de l'épuisement professionnel, etc. Mais là, t'as vraiment un vrai problème. Autant t'as pas les épaules pour être veto, autant t'es pas faite pour ça, t'es pas à la hauteur. Enfin, vraiment tenir des discours hyper agressifs et hyper injustes envers moi-même. C'est là où en fait j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer et de pouvoir avoir ma propre clinique. D'accord ? Et c'était hyper contre-intuitif en fait comme situation, surtout pour un profil comme le mien en l'occurrence. Tous les gens avec qui j'ai travaillé m'ont pris pour une énorme folle. Quand j'ai commencé à annoncer que je partais du salariat et que j'allais monter ma clinique, on m'a pris pour une folle. La métaphore globalement, ce que les gens pensaient, c'était vraiment de se dire elle est incapable de courir un 5 km sans s'arrêter, sans marcher. Et là, elle a prévu de faire dans 2 mois un marathon en moins de 3 heures et en crocs. Globalement, c'était ça. Et du coup, pour la petite histoire, il y avait un moment, du coup, je leur avais annoncé que je partais.
Et j'étais sur le poste de travail d'un des vétos associés seniors qui avait laissé ses conversations Teams ouvertes. J'ai vu passer des messages qui parlaient de moi. Donc, bien sûr, j'ai vu mon nom apparaître là. J'ai vu passer la conversation avec donc, tous les associés, la RH, qui, quand j'avais annoncé ma démission, en fait, avait réagi de façon très professionnelle et comme une RH devrait le faire, donc en me traitant de tous les noms, en disant à ses copains que j'allais partir en vrille, que de toute façon j'allais exploser, que tant mieux pour Déborah, et que je fasse ça pas chez eux mais ailleurs, et que je me comportais comme son fils de 4 ans parce que j'étais une petite merdeuse capricieuse, parce que rien ne me convenait. Voilà. Donc, ça peut être le monde du travail aussi. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ça peut être le monde du travail aussi, donc vous dire dehors c'est pas les bisounours. C'est vraiment pas les bisounours. J'ai dit moi aussi bon débarras, hein. Le salariat ça marche pas, et écoute on va essayer de s'épanouir avec ce qu'on fait. C'est vraiment cette idée-là qu'on m'a toujours transmise, hein, et que les gens autour de moi perpétuaient, et que je croyais profondément. C'était de dire en fait tu t'installes, tu vas perdre ta liberté, ça va être encore plus dur, tu vas vraiment galérer. Tu sais pas faire, monter une structure, tu sais pas faire. Moi je l'ai fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas péter les plombs, c'est impossible. Aujourd'hui, en regardant ces phrases-là et en regardant ces mots-là, je me rends compte que c'est complètement fou. Parce que moi, c'est vrai que j'ai jamais été aussi libre et aussi épanouie que depuis que j'ai fait ça. Et c'est vraiment super contre-intuitif hein, de se dire ça. Mais j'ai jamais été aussi peu stressée et aussi contente d'aller taffer que depuis que c'est ma clinique. Je viens à vous parler du sujet pour lequel je suis là aujourd'hui. Les croyances limitantes. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu ce terme? J'aime bien les métaphores, toujours des petits animaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font en Asie. En fait, ils ont des éléphants en Asie. Et le petit éléphanteau, quand il est tout petit, il l'attache à un piquet avec une ficelle à la cheville. Et en fait, quand il est tout petit, l'éléphanteau, la ficelle, ça le retient. Et au fur et à mesure, il continue à le garder attaché. Au fur et à mesure, il grandit, l'éléphanteau. Et ça devient un éléphant. Ça devient une bestiole qui fait plusieurs tonnes. Et en fait, il est toujours persuadé que cette petite ficelle à sa cheville, c'est capable de le retenir. Et il en est toujours persuadé en fait, parce qu'il a toujours été attaché à ce piquet avec cette ficelle, qu'il n'a jamais pu aller ailleurs, et qu'il ne voit pas pourquoi ça serait autrement. On a des croyances qui flottent autour de nous, qui sont présentes dans la culture de notre profession, pas que notre profession aussi, ça peut être perso. Hein. Ce sont des phrases, ce sont des idées qui sont là et qui font partie du décor. C'est des choses qu'on nous transmet, des choses que nous on observe, des choses qui ont été là et qui sont là depuis longtemps. Et on les applique comme étant des vérités absolues, et on les challenge pas parce qu'elles font partie du décor, et que nous, les vétérinaires, on a une culture qui est très très forte, qui est très très ancienne, et on ne remet pas en question certaines choses. L'éléphant, la croyance limitante, c'est pas tant la cordelette qu'il a à la cheville, c'est l'idée que cette cordelette-là, elle peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. C'est ça la croyance limitante. Cette croyance, celle-ci, comme quoi le vétoprenariat c'est le terme, c'est un vétérinaire, entrepreneur, voilà. Cette croyance comme quoi le vétoprenariat, ça passe forcément par de la souffrance, que ça passe forcément par du sacrifice de ta vie pro, de ta vie perso, et que ça va être terrible, et que ta femme va te quitter, et que voilà, que la gestion c'est insurmontable, que la compta c'est insurmontable, que tu comprendras jamais rien, que tu vas couler, que voilà. Qu'avoir ta propre clinique, ça t'enchaîne, que tu perds ta liberté, c'est une croyance limitante. Voilà, moi je vous le dis, les gens s'attendaient, hein, la RH, elle m'attendait au tournant, elle s'attendait à me voir imploser. J'ai jamais été aussi épanouie que ce que je suis aujourd'hui. Je prends le temps que je veux pour mes consultes, je fais mes vaccins en 30 minutes, c'est un luxe énorme, peut-être ça ne vous parle pas trop encore, mais il y a une grosse pression de temps en fait, parce qu'on a une grosse charge de travail. Je fais mes vaccins en 30 minutes, je prends le temps que je veux pour me former aussi, parce que ça c'est pareil, vous verrez, vous demanderez des formations, et votre employeur il vous dira « Ah non, mais là, ce jour-là, il faut que tu travailles ». Voilà, c'est super. Moi aujourd'hui, je n'ai pas d'employeur. Je me regarde dans le miroir, je dis « Est-ce que je peux faire cette formation ?» Oui, ah bah super. Donc pareil, en termes d'équipement, j'ai envie, je vois un joujou, le bistouri électrique, là, ça va être sympa, ça pour faire mes rats, pour faire mes chaînes de ma mère. Le lendemain, j'ai le bistouri électrique. Enfin, c'est très capricieux de dire ça, mais c'est vrai. Pareil, je veux faire du domicile. Il y a une après-midi, je me dis, je vais faire du domicile, je fais du domicile. Quoi. Donc voilà, des croyances limitantes, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. D'accord ? Moi, je vous partage aujourd'hui celles auxquelles j'ai été confrontée et celles dont j'ai conscience. Mais s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que j'en subis encore certaines et que je vais continuer à en découvrir plein. Donc là, je vais vous partager 2 autres croyances que j'avais et qui se sont avérées complètement fausses, qui sont toujours sur le vétoprenariat, parce que je suis là pour parler de ça. Donc c'est vraiment des choses que je me suis dit, des discours internes que je me suis dit.
et que d'autres vétos se disent et que d'autres vétos m'ont dit aussi. Je me suis dit aussi, quand j'ai eu l'opportunité de m'installer, c'était en fait, non, tout de suite, non. Non, mais Thaïs, t'es trop jeune pour t'installer, c'est trop tôt, t'as pas assez d'expérience, qu'est-ce que tu me chantes, tu vas t'installer. Donc là, il faut bien séparer deux choses. Le côté praticien, le travail de praticien, donc de vétérinaire médical, et le travail de chef d'entreprise. Le côté médical, le point de vue médical, il y a de la nuance. Il y a de la nuance parce qu'effectivement, si, je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que vous voulez faire plus tard, qui sait ce qu'il veut faire plus tard? Bravo. Si effectivement vous avez en fait de monter un CHV ou une clinique de référé et que voilà, vous n'allez pas faire ça effectivement 2 ans après être sorti. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Il y a peut-être certains d'entre vous effectivement qui sont des carriéristes, qui sont des futurs spécialistes, des futurs bordés européens, et il vous faudra encore 10 ans, 15 ans de plus avant d'arriver à vous dire bon, peut-être qu'il serait temps de m'installer. Et c'est normal. Mais de l'autre côté, pour les généralistes, pour les futurs généralistes qui sont là, bon, je vais exercer, je vais faire du mieux que je peux, mais sans prétention. Honnêtement, si tu attends d'être le meilleur du monde, le meilleur vétérinaire du monde pour t'installer, ben, dans 200 ans, tu y es encore. La médecine vétérinaire, c'est un truc, c'est plus tu en découvres, plus tu découvres et plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu as à apprendre et que tu sais rien en fait. Donc vraiment, si tu attends d'être le meilleur et d'être champion du monde, tu le feras jamais. Alors, c'est vrai, quand tu te lances, tu deviens le veto senior de la structure, tu deviens celui qu'on vient voir quand il y a un problème, celui qu'on vient embêter en disant « Ah, mais là, il y a un souci, là, ça va pas du tout. » Il y a une corrélation entre ton expérience et entre à quel point tu vas passer un mauvais moment. Hein, la SDTE du Canet Corso, toute seule, avec ton ASV, alors que vous n'avez pas encore reçu la gazeuse, et que le client a cru que tu étais la stagiaire, ben, c'est pas fou, tu passes pas un super moment. Mais par contre, tu apprends. Et tu apprends comme jamais on pourrait apprendre. Voilà. Moi, je vous le dis, j'ai jamais autant, pourtant j'étais machin urgentiste, je faisais des trucs de fou, je voyais des trucs de fou, j'ai fait des chiffres stylés. Mais honnêtement, depuis que je suis installée, j'ai jamais autant progressé et surtout eu envie de progresser que depuis qu'en fait je suis à mon compte, que depuis que c'est mes cas, c'est mes patients, c'est ma responsabilité. Ça donne en fait une dimension qui n'a rien à voir. Et la deuxième chose, du coup, c'est la partie chef d'entreprise, la partie entreprise, la partie avec lesquelles on est moins familier, on est là, qu'est-ce que c'est que ça et donc ça, c'est vrai que Quentin adore utiliser la métaphore de la falaise, parce qu'on est vraiment beaucoup les métaphores. La métaphore de la falaise, c'est l'oiseau qui saute de la falaise. L'oiseau, il ne sait pas voler tant qu'il n'a pas sauté de la falaise. Et ben donc c'est pareil. Tu ne seras pas capable, tu ne pourras pas savoir créer et monter et gérer une boîte tant que tu n'auras pas créé, monté et géré une boîte. C'est comme ça. Il n'y a pas d'école pour avoir ton entreprise, il n'y a pas d'école pour ça. Vous avez ici des masters de management, je crois, des trucs comme ça. Ça se fait maintenant. Oui, ouais, merci. Mais même ça, en fait, ça ne vous apprendra pas ce que c'est la réalité de le faire, en fait. Ça va, en fait, le fait de monter ta structure, ça va te challenger, en fait, toute une espèce de débrouillardise complètement nouvelle pour toi. Ça va te sortir complètement de ta zone de confort. Et tu vas devoir apprendre à résoudre des problèmes que tu ne connais pas du tout, à réfléchir complètement différemment. Et on ne t'a pas appris à réfléchir comme ça, parce qu'on t'a appris à réfléchir comme un veto, à diagnostiquer, à traiter, à avoir des protocoles et des machins. Et là, tu vas te retrouver dans des situations où il va falloir que tu sois malin, que tu sois filou, que tu sois... Et tu vas avoir vraiment développé tout un set de nouvelles compétences, changer ta façon de penser sur certaines notions, la notion de l'argent, la notion de la dépense, de l'investissement, des choses vraiment très particulières. Et ça, il faut vraiment le vivre pour l'apprendre. Voilà. Croyance suivante, qui est un petit peu plus récente pour moi, celle-là, c'est quand j'ai voulu me dire qu'il fallait que j'agrandisse mon équipe, que en fait, j'avais peut-être la place pour un deuxième veto. Le recrutement, c'est impossible. Vous allez voir, les vétos, franchement, en termes d'options post-diplôme, on est vraiment tranquille. Demain, vous allez sortir d'école, vous allez vous faire harceler, tout le monde va vous faire la coupe, vous allez être comme des très jolies filles sur Tinder. Vous allez vous faire, voilà, il y a vraiment des boîtes qui fonctionnent qu'à ça, qui font que ça, du recrutement vétérinaire. Moi encore aujourd'hui, il y a des mecs qui me contactent, qui m'avaient contacté il y a des années, et qui sont là, oui, bonjour Thaïs, êtes-vous heureuse dans votre emploi actuel? Sinon, je peux vous trouver un poste dans une clinique, super. Voilà. Donc c'est vraiment, ce que je veux dire, c'est que c'est très facile pour vous. Pourquoi? Parce que il y a une énorme offre. On a besoin de vétérinaires. Il y a de vétos qui sortent, là un petit peu plus du coup avec ce qui se passe avec les vétos espagnols. Avec un peu plus avec l'Europe, mais ça reste quand même, vous allez pouvoir sortir et avoir
globalement le poste que vous voulez, où vous voulez, quoi. Et donc moi ça s'est passé ça quand je me suis dit il faut absolument que je recrute un veto, mais c'est la mouise. C'était vraiment une période où j'avais pas encore du tout des réseaux, hein, j'avais pas percé hein, sur les réseaux. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit de toute façon le recrutement c'est impossible, on est en sous-effectif, et comment toi avec ta structure qui paye pas de mine, où tu es toute seule, tu as une ASV, deux ASV, comment tu vas faire pour attirer des vétérinaires, comment tu vas attirer des gens, et qui va vouloir venir travailler avec toi en fait. Alors qu'il y a des groupes autour, avec des beaux plateaux techniques, avec des machins qui font de l'orthopédie. Voilà. Et je me suis vraiment tenu ce discours en disant, mais tu vas jamais y arriver. Et en fait, je ne me rendais pas compte du tout. Mais j'avais un énorme avantage par rapport justement à ces groupes-là. Je n'avais pas du tout conscience. C'est qu'en fait, moi, il y a très peu de temps que j'étais encore salariée, il y a très peu de temps que je suis encore sortie d'école. Et ça ne fait pas 15 ans que je suis associée. Ça ne fait pas 15 ans que je suis complètement déconnectée de la réalité. Je sais ce que c'est d'être un jeune veto, je sais ce que c'est les besoins et les demandes d'un jeune veto. C'était moi en fait, c'était mes besoins et mes demandes. Et du coup, quand j'ai construit une offre d'emploi, je me suis dit, je vais créer une offre d'emploi qui, moi, aurait pu me retenir. Et du coup, c'était hyper fort en fait comme processus, parce que je me suis dit, si tu veux, même d'un point de vue juste éthique en fait, je vais créer quelque chose où je ne vais pas exploiter le bipède et le veto qui va venir et qui va venir travailler pour moi. Je ne veux pas l'exploiter, je veux vraiment un poste où il va être heureux, il va être bien et il va être content d'être là. Et du coup, voilà, j'ai vraiment, donc que ce soit en termes de valorisation de salaire, d'avantages, de souplesse, de planning, etc., d'accès à des formations, toutes les choses qui moi m'avaient manqué, où je m'étais dit, putain, je me fais arnaquer, enfin, c'est terrible. Et du coup, ça, quand ça a été fait, j'ai fait un truc que personne ne fait, qui est très bizarre. J'ai fait un quiz, un espèce de quiz. Et en fait, mon recrutement, c'était un petit questionnaire hyper ludique, hyper fun, où je posais des questions sur la personnalité des gens et tout. C'était pas anodin de faire ça, c'est-à-dire que, en gros, il y avait des questions avec des red flags. J'avais caché un petit peu des red flags dans le questionnaire. Mais en gros, il y avait personne qui faisait ça. Et c'était juste un truc un peu Gen Z, quoi, un peu ludique, où je tutoyais facilement. Et ça n'avait rien à voir avec, du coup, les grands thémavètres, les grands systèmes de recrutement hyper usines, quoi. Et en fait, j'ai eu, quand j'ai lancé cette offre d'emploi, j'ai eu une douzaine de candidats qui ont candidaté. Candidats qui candidataient. Là, mais c'est fou, en fait, c'est fou, c'est tellement fou. Et du coup, j'ai pu recruter Arnaud, mon veto actuel, sur une douzaine de candidats, donc c'était vraiment incroyable. Tout ça, pour vous dire, c'est pas du tout pour me la péter, pour vous dire que j'ai résolu le problème du recrutement vétérinaire, de la désertification vétérinaire, pas du tout. Ce que je veux vous transmettre, c'est que les noms qu'on vous annonce, ou que vous annoncez à vous-même, hein, c'est pas forcément les autres, les non, ça marche pas comme ça, non, mais ça je peux pas le faire, non, ça marchera pas, ah non, mais j'ai pas les compétences pour ça, non, mais je suis pas capable de faire ça. Ça va pas être vrai en fait. Ça va pas être vrai du tout. Moi, je vous partage mes croyances, ces croyances-là dans l'installation. Ça ne veut pas dire que ma route à moi dans l'installation, c'est la vôtre, et que vous allez forcément passer par là, ou vous voulez passer par là. Et peut-être que vos croyances à vous, elles auront un tout autre visage. D'accord? Mais je vous dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, quand j'étais à l'école. Et en fait, c'est pas parce qu'on a toujours fait ça qu'il faut continuer à le faire comme ça. Et c'est pas parce que tu as biberonné avec certaines idées qu'il faut t'empêcher d'être toi-même, d'être le veto que tu as envie d'être, et d'aller où tu veux aller en fait. Et vous avez vu avec ce qui se passe, genre dans 5 ans, je vous serai 1 sur 2 à avoir changé de métier. C'est énorme. La moitié d'entre vous ne serez plus vétérinaire. C'est pour ça que c'est ok de vouloir exercer comme j'ai envie d'exercer. Challenger ce qu'on vous dit, challenger justement, tester le cadre. Soyez disrupteur, soyez bruyant, soyez inspiré, et puis voilà, j'ai fini.